Voilà, la présentation, tout le monde attendait, bien sûr. Ah oui, la conclusion de cette journée. Exactement. On va essayer de recaser les 4 fériés de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, ça va être au-delà de l'éco-anxiété. Non, ça, c'est pas demain du tout. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Alexandre Gauthier. Je suis chercheur indépendant. Après un philosophe indépendant, on a un chercheur indépendant. Et du coup, je vais commencer par vous présenter très rapidement les résultats d'un projet de recherche, d'un an de recherche sur le concept low-tech. Et donc, on va commencer par un peu les bases, si ça veut bien bouger. Du coup, mon intervention sera assez rapide. Ça sera juste pour poser vraiment les bases de ce qu'est le concept low-tech pour un peu déblayer le terrain avant l'intervention de William et Romain, plus sur comment on peut intégrer ça dans la partie ingénieur. Donc, ça va être très simple, en 3 slides. Le low-tech, c'est un concept social. C'est quelque chose qu'on a inventé. Et comme n'importe quel concept social, il a une origine qu'on peut à peu près situer. On va voir qu'il a un certain passé et un présent. J'aurais pu finir là-dessus, hein, mais du coup, je développe un petit peu. Donc, il a une origine. Ça va être du coup un livre, L'âge des low-tech par Philip Biwix, qui a du coup trouvé le mot low-tech en opposition au high-tech. Alors, lui, dans son livre, L'âge des low-tech, il va venir faire une critique des high-tech. Donc, il se place dans le courant de la ligne le courant philosophique des technocritiques qui viennent critiquer les techniques. Lui, il se place vraiment du côté des ressources et des high-tech. Il renouvelle avec l'aspect écologique, en fait, la critique des technocritiques. Et ce terme, il l'a trouvé pour vraiment en opposition à high-tech, mais en même temps, il vient dans son livre le définir, parce qu'il vient aussi proposer une certaine forme d'utopie. Et du coup, on parle souvent de l'opposition low-tech, high-tech. Moi, je la balaye directement et je vais essayer de vous montrer que le low-tech est un concept à part entière. C'est un concept à part entière, premièrement, parce que ça a un passé qui est défini, entre autres, dans son livre, mais on peut retrouver pas des clones, mais plutôt d'autres ancêtres du low-tech qui sont arrivés avant. Lewis Mumford parlait de technologie démocratique. Il disait ce que j'appellerais technologie démocratique est la méthode de production à petite échelle qui repose principalement sur l'habileté de l'homme et sur l'énergie animale, mais qui, même lorsqu'elle emploie des machines, reste sous le contrôle direct de l'artisan ou du fermier. Chaque groupe développant ses aptitudes propres par des arts adaptés et des cérémonies sociales autant que par l'usage limité des ressources naturelles. On retrouve une partie sociale, une partie de culture technique et aussi la partie écologique. Je trouve qu'on s'approche un peu du concept. Mais il n'était pas seul. Il y a aussi les technologies appropriées de l'économiste Schumacher, les techniques autonomes d'André Gors, les technologies libératrices de Bookchin et les outils conviviaux d'Ivan Illich. Donc, là-dessus, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on en déduit, c'est qu'il y a une certaine origine du concept. Philippe Biwix, clairement, il a lu Ivan Illich et il a lu Ellul, il a lu d'autres penseurs technocritiques. Il s'en est inspiré pour inventer le concept low-tech. Donc, de nombreux concepts sont développés, sont similaires et il semblerait, en tout cas, ce qu'on voit avec cette définition, et je vous assure que les autres apportent à peu près les mêmes idées, il semblerait que le concept low-tech ait une base philosophique de valeur. Il fait appel à un certain projet de société. Et William, du coup, a un peu étudié le sujet, il vous en parlera tout à l'heure. Cependant, actuellement, c'est plutôt un peu occulté ou mal explicité. En tout cas, on a un mélange de principes et de valeurs et c'est pas très clair. Donc là, il y a plein de trucs, il y a plein de livres à lire. Et maintenant, on arrive au présent. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette animation, excusez-moi. Donc maintenant, on arrive au présent. Actuellement, qu'est-ce que ça donne? Donc finalement, c'est assez récent, hein, le mouvement low-tech. On parlait tu faisais une analogie avec la permaculture, William, qui lui a mis beaucoup plus de temps pour se structurer. Maintenant, il y a 2 gros bouquins qui disent bien ce que c'est. Le mouvement, en fait, il est encore en train de se structurer. Donc juste après l'âge des low-tech de Philippe Biwix, il y a le Low-Tech Lab, une association de jeunes ingénieurs qui du coup se sont lancés
à fond dans ce concept. Ils ont proposé une définition. Après, il y a eu la RENAC, la rencontre des acteurs du low-tech. Maintenant, il y a une semaine des acteurs du low-tech. Il y a d'autres acteurs comme Appala, il va y avoir Néoloco. On se retrouve avec tout un ensemble d'acteurs qui vont se revendiquer du mouvement low-tech et certains, par exemple, comme l'Atelier Paysan, que vous connaissez peut-être, qui lui ne se revendique pas du tout du mouvement low-tech, mais à qui on lui attache le mot sans qu'il le veuille, vraiment. On va aussi retrouver maintenant des institutions étatiques comme l'ADEME qui commencent à s'intéresser au concept et qui commencent à essayer de le définir. Donc récemment, ils ont fait un événement d'une journée avec tout un ensemble de conférences que sur le low-tech pour présenter un rapport du coup, qui montre comment les acteurs du low-tech peuvent s'insérer dans notre économie actuelle. En tout cas qu'ils y arrivent déjà d'une certaine manière. Donc, en fait, eux, il y a plusieurs définitions. Donc, Philippe Biwix, il a commencé avec 7 principes du low-tech. Je vous l'ai mis, mais je ne vais pas vous les laisser lire. Donc, il y a les 7 principes du low-tech de Philippe Biwix. Après, on va avoir les 7 principes du low-tech de Audrey Tanguy, donc, qui a travaillé sur le projet de recherche avec qui je fais un peu de pub. Donc, j'ai travaillé avec Audrey Tanguy pour ces 7 principes qui ressemblent pas trop, enfin un petit peu aussi justement à ceux de Philippe Biwix. Ensuite, il y a la définition du low-tech lab, donc très simple, qui permet de sensibiliser très rapidement. Et à partir desquels, ces 3 mots, on va venir rajouter tout un ensemble de principes et de valeurs. Et ensuite, il y en a une autre, celle de Arthur Keller récemment, qui elle est beaucoup plus complexe, comme vous pouvez voir, et qui s'inscrit dans un projet de transformation de notre civilisation. Il y a toute une réflexion, ce n'est pas pour rien qu'il y a des chiffres, ça va jusqu'à 9, mais c'est un processus. Donc lui, il voit ça comme une démarche d'innovation low-tech, et c'est ça qui va être intéressant justement. Il y a une évolution actuellement, c'est qu'on est passé on commence à sortir du low-tech comme étant des objets. Il y a des objets low-tech, le four solaire, la marmite norvégienne, et le reste, il y a du high-tech. Comment on fait pour différencier? On s'aperçoit que c'est toujours un calvaire pour en fait définir ce qui est low-tech et ce qui n'est pas low-tech. Et en fait, la solution, et c'est peut-être ce qui commence à émerger, c'est qu'en fait, on a besoin d'une démarche, on a besoin les définitions qu'on donne sont un ensemble de valeurs, de principes et aussi de visions. Donc, qui dit vision dit aller vers quelque part, aller quelque part, donc une démarche. Et du coup, qui dit une démarche, et c'est là que je fais une super transition, qui dit une démarche dans la mécanique, enfin moi je suis ingénieur mécanique aussi de formation, qui dit démarche en mécanique dit processus de conception. En tout cas, moi, ça me fait penser directement à ça. Et donc, c'est à peu près l'angle d'attaque qu'on a pour intégrer ça pour nos ingénieurs. Quelle est en fait la manière, comment on fait pour concevoir de manière bien pensée des systèmes techniques pour qu'ils permettent à nos écosystèmes de revivre, mais aussi écosystèmes pris au sens très large. Et du coup, ça, c'est toute la réflexion que vous proposez, Romain. Ok, voilà, c'était direct. Alors, pour faire la transition, je vais compléter. Donc, Romain Collomb, donc, je me suis présenté ce matin, mais je ne pense pas que je vous ai dit ce que je faisais ici, à part ouvrir les salles et gérer le PC. Et moi, je suis enseignant de conception mécanique et je fais un tout petit peu de production, de fabrication. Je le dis modestement parce que j'ai des collègues qui sont bien plus experts que moi sur la question. Et j'avance avec humilité dans cette phase de mon métier. Et du coup, la question des low-tech, moi, elle s'est posée il y a déjà une bonne dizaine d'années maintenant. En fait, les gens viennent en me demandant de faire des projets ou des objets techniques low-tech. Le premier objet dont je me rappelle qu'on ait associé cette notion texto, c'est-à-dire avant Biwix, en fait, en 2012, on m'a dit qu'il fallait fabriquer une machine à pavé, une machine qui fabrique du pavé routier à partir de sable et de combustion de plastique pour le Mali. Là-bas, c'est comme ça qu'on fait une partie des pavés routiers, sauf que c'est très toxique. Et c'est la première fois que j'ai eu cette notion, je me suis confronté à cette notion de low-tech avec un état d'esprit dans la conception qui n'était pas la conception de produits industriels auxquels j'étais confronté. Après, j'ai eu des projets pour Plastic Odyssey, etc. Alors, moi, l'argument des low-tech, franchement, c'est en gros, je me suis rendu compte que je faisais la low-tech avant que le terme vraiment se popularise. Il s'agit simplement de faire de la bonne conception. Étant enseignant de conception et dans des projets de conception, c'est quelque chose auquel je suis assez attaché.
Donc finalement, je me rends compte qu'on réinvente la roue 10 fois de suite et la roue en 2022, elle s'appelle low-tech. Mais bon, c'était pareil dans les années 70 et c'était les mêmes notions appliquées. C'est une question d'objectif, c'est une question de cohérence et c'est une question de démarche. Et pour compléter tout ce panorama, le nouveau poster que vous aurez dans votre bureau, c'est un poster qui vient d'être fait par un dessinateur Vito. Et c'est la fresque des low-tech. C'est un beau panorama des low-tech. Alors, il est recto verso. Et derrière, vous avez toutes les notions clés autour des low-tech, tous les mots clés, les pièges, les objets low-tech. Et en fait, ça permet de comprendre ça. Et tout ça, c'est pour montrer que la richesse des low-tech, cet aspect social, cet objet, en fait, il est assez complexe. Et il est passionnant de rentrer dans la conception là-dedans et de s'en servir finalement. Moi, je trouve que c'est un super outil pédagogique. Un ingénieur qui sait faire des low-tech, j'ai aucun souci sur sa capacité à faire du high-tech. Plus tard, j'ai plus de soucis dans l'autre sens. Un ingénieur qui n'aurait été formé qu'au high-tech, c'est, à mon avis, peu de chances qu'il fasse facilement de la low-tech. Donc, la garantie pédagogique qu'il y a derrière les low-tech, c'est de faire de la bonne conception. Et donc ça, pour moi, j'y tiens particulièrement. Et on s'aperçoit que c'était marqué il y a déjà longtemps. Une démarche de conception, c'est une démarche qui s'intéresse à la base aux besoins d'un usager. On appelle pas ça un client, hein, je prends des textes normatifs, normés. C'est le besoin d'un utilisateur potentiel et j'adore ce petit mot que je précise bien aux étudiants, c'est un besoin éprouvé. Champ lexical de l'épreuve, genre ça ne va pas être difficile, hein, il y a quelque chose vraiment à solutionner. Ce n'est pas un besoin ni superficiel, ni… voilà. Donc on est dans un besoin éprouvé, la question de départ, et qui va piloter toute cette conception, mais c'était écrit, cette définition, elle date déjà d'un moment. Ça a commencé à être défini comme ça en 1970. Donc ça va, on sait, besoin éprouvé, un premier travail dans une démarche de conception low-tech ou pas du tout low-tech, mais c'est de se poser la question du vrai pourquoi du besoin. Si vous posez la question 3, moi c'est ce que je dis aux étudiants, vous posez la question 3 fois, vous avez un problème, vous posez la 5 fois la question pourquoi, vous aurez sans doute une solution. Au bout de 7 fois, vous n'avez ni problème ni solution, vous avez éliminé à peu près tout. Vous êtes revenu à une réalité sociale que vous avez sans doute solutionné de façon sociale. Et l'objet technique, vous apercevrez qu'il a assez peu d'intérêt quand on a vraiment creusé le besoin. Bon, encore faut-il prendre le temps de creuser. Alors, un deuxième aspect qui est important, on parle de… C'est là où il faut essayer d'inciter nos étudiants à se détacher, et nous-mêmes, hein, à se détacher de la belle technologie, de l'objet technique lui-même. L'objectif n'est pas l'objet technique, l'objectif est le service rendu par l'objet technique. Tout besoin doit être aussi un petit peu jugé. Et cette capacité à juger de nos étudiants, elle est importante. Elle est importante. Je fais aussi des cours sur l'analyse de risque et sur la sécurité des machines, par exemple. Intégrer la partie justification de quelque chose, sachant qu'il peut y avoir des dangers derrière, il y a des risques, en l'occurrence des risques peut-être sociaux et environnementaux. Il faut être capable de dire stop. Il faut être capable de dire le jeu n'en vaut pas l'enchandelle. La réponse aux besoins, dans l'état actuel de la technique et de la science, je peux construire un objet technique, je peux faire quelque chose, mais le coût social, environnemental, dans le contexte actuel, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, ce qui éliminera la réponse à tous les gadgets, éventuellement high-tech ou même low-tech. Ce qui veut dire que dans la démarche de conception, en posant simplement cette question, mais là, il faut prendre le temps. Hein. Quand je rentre dans un projet collectif avec les étudiants, on va parler d'une 5 à 10% du temps de projet peut être consacré à la question du besoin, la nature réelle du besoin. 90% du temps va être consacré à l'éventuelle résolution du problème qu'il peut y avoir derrière. Ça demande à… Une fois qu'on a un besoin, Marie-Pierre qui rigole parce qu'elle voit, c'est des diapos qu'on partage ensemble dans le cours de conception. L'idée, j'ai essayé de changer un peu quand même. L'idée, c'est aussi de travailler, tant qu'on n'a pas un vrai besoin, on ne peut pas mobiliser des valeurs. Alors que ce soit les valeurs de l'étudiant, des valeurs personnelles, je suis attaché à résoudre un besoin, je suis attaché à satisfaire un usager particulier avec lequel j'ai une relation particulière. Je ne peux pas construire de valeur au sein de mon entreprise, je ne peux pas construire de valeur au sein du bureau d'études, du collectif qui m'anime, etc. Si vous n'avez pas un besoin clairement identifié, en gros, vous venez pour votre salaire. Si je caricature ce qui se passe en bureau d'études, vous venez concevoir un produit qui vous ramène des sous pour travailler vos valeurs à l'extérieur.
D'accord? Donc, du coup, ça veut dire aussi qu'il faut avoir tout un scope au niveau de l'ingénierie. Alors, c'est ce qu'on va appeler ingénierie positive. Elisabeth Wind qui vient souvent en parler ici. Il y a l'aspect technique. Une solide culture technique est très, très importante quand on aborde les low-tech. Je pense plus que quand on aborde les high-tech. Alors là, on pourrait discuter, rentrer en mode débat. Mais mon sentiment, c'est que plus vous faites de la low-tech, plus vous devez être armé techniquement, scientifiquement, parce qu'il faut juger d'un certain nombre de choses dont on se passe dans les high-tech. On va mettre un composant compliqué, on le met, ça résout le problème. Vous déléguez à l'objet technique une partie de vos choix d'ingénieur. L'ingénierie projet, il faut s'organiser notamment avec l'usager, il faut être dans une relation de proximité, il faut être humble et critique sur ses propres choix. Vous êtes préformaté sortant de votre école, vous êtes préformaté en tant que prof, ça fait 20 ans que vous faites des choses à l'identique. Vu la journée qu'on a eue, vous avez compris que ça ne va pas pouvoir durer 20 ans dans les mêmes schémas. Donc, votre autocritique au copier-coller, etc., la tendance à refourguer un petit peu tout le temps les mêmes solutions faciles, ça, vous faites partie du problème. Voilà, un des premiers messages que je dis aux étudiants, concepteurs, vous faites partie du problème. Ne croyez pas que vous faites partie de la solution. Vous allez amener votre part de problème, vous allez amener votre part de solution, on va espérer que l'équilibre se fasse en faveur d'une solution plutôt que d'un problème. Mais il est assez probable que vous ameniez pas mal de problèmes par votre culture ou votre manque de culture, ou votre tendance à aller un peu vite. Il faut être créatif et puis le côté humaniste, vous ne pouvez pas vous sentir neutre vis-à-vis de l'objet technique que vous êtes en train de concevoir. Pas possible. De toute manière, vous allez y attacher une certaine affectivité. Tous ceux qui ont conçu des produits ici savent qu'on aime bien ce qu'on fait. Et c'est important d'aimer aussi la personne à qui on rend service, quelque part. Du coup, ce qui va piloter, cette réflexion, ça va être simple, ça date pareil des 70, l'analyse de la valeur, c'est tout con. Vous voulez caractériser un produit low-tech, une façon que je trouve intéressante, c'est de le caractériser par sa valeur. On va voir sur quelle échelle de valeur il est question. Un produit ajusté, le juste produit pour le juste besoin. Encore faut-il définir ce que c'est que le juste besoin. Le mot juste l'apprécie parce que c'est vraiment une histoire de justice. N'hésitez pas à mettre toutes les notions d'éthique qu'il peut y avoir derrière, de justice et d'injustice. Et donc, le juste produit, il y a un ajustement à faire, il y a un équilibre, il y a vraiment quelque chose qui doit être de l'équilibre, du compromis. Alors, c'est très bien parce que ça, c'est ce qu'on aime bien raconter dans le fantasme de l'école d'ingénieur. On prend des étudiants, vous allez répondre à un besoin, sauver la planète et juste faire attention de ne pas refourguer trop des choses, les habitudes, la belle technique. Vous répondez à un besoin sans gaspiller trop de ressources. C'est l'histoire qu'on raconte aux ingénieurs, notamment ici en génie mécanique. Pour les besoins de mon cours sur l'analyse fonctionnelle, le besoin, ce que c'est qu'un projet ou la conception en bureau d'études. Je suis allé ouvrir des bouquins qui ne sont pas du génie mécanique, pas ceux qu'on ouvre d'habitude. Je suis allé ouvrir aussi des bouquins de qu'est-ce que c'est que le besoin vu par des écoles de marketing. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont commencé des parcours techniques et qui ont ensuite, dans un cursus de spécialité, fait des écoles de commerce, fait des écoles de marketing, fait des technico-commerciaux. Et ils n'avaient pas la même définition du besoin après. Donc, quand vous ouvrez un bouquin marketing, n'importe lequel, cette histoire de le besoin arrive et vous y répondez, c'est pas du tout ça. C'est l'état actuel de la technique permet de faire tout un tas de systèmes, de produits, à charge pour le marketing de créer des besoins associés pour vendre et maximiser les ventes de ces produits de façon à dégager un taux de profit marginal. Donc, dans la définition du besoin, ce qui est caractérisé, c'est la conception, l'acte de conception est caractérisé par sa capacité à dégager du taux de profit marginal. Point barre. Mais c'est super bien détaillé. En plus, vous avez des formules mathématiques pour définir comme ça le coût du produit. Et à partir de là, l'ingénieur, on lui dit, tu vas faire ça pour tel prix. Ça définit toute la politique de vente. Et à partir de là, le rôle de l'ingénieur technique derrière, il est un petit peu moins sympa. Il consiste à ajuster au mieux les ressources à un profit marginal le plus important possible. Alors, c'est moins sympa. Quand on rentre dans un projet avec ce type d'objectif, l'adhésion des élèves n'est pas tout à fait la même et mon adhésion personnelle n'est pas tout à fait la même non plus.
Bon, cette histoire de besoin, hein, j'ai mis les dates parce que pour dire que ça datait d'un petit peu quand même longtemps, cette façon de faire, quand on parle d'une démarche low-tech, 91, 95, 2007, 2013, en fait, on parlait déjà de tout ça, de faire attention à tout ça. Alors, au fur et à mesure, ça s'est affiné. Au début, on vous disait de faire attention aux coûts. Après, on a dit de faire attention aux coûts, plus coûts externes, compris environnement. L'ensemble des ressources, maintenant, c'est ce dont il est question. Il a toujours été question d'un équilibre entre la satisfaction du besoin et un certain nombre de ressources. Ça a toujours été demandé dans la conception de définir ça et de juger suivant cet équilibre-là. Faire une conception low-tech, c'est juste bien prendre en compte tout ça. Alors, le besoin, bon, je vais avancer un petit peu, mais il faut bien le définir. Alors ça, c'est des trucs qu'on voit ultra classiques côté prof de conception. 3 questions essentielles. Ben, c'est bien de faire ça, en fait. On se rend compte que c'est super important de le faire. À qui on rend service? Mais c'est de vraies questions. Et quand vous êtes dans une conception low-tech et que vous vous rendez compte, il faut vous rendre compte de à qui vous rendez service. Et moi, ça a été toujours la première des difficultés. Vous concevez une machine pour une pâte à pavé au Mali. Le premier obstacle, c'est qui l'ouvrier qui est devant la machine. Et s'il faut vraiment raisonner, alors heureusement, on avait un relais sur place qui permettait de faire remonter des informations. Dès que vous êtes dans une conception low-tech, et l'atelier paysan, même s'ils ne font pas de low-tech, on a discuté avec eux. Enfin, si vous n'êtes pas en discussion avec l'agriculteur, ça va être compliqué de lui concevoir quelque chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, en fait, à qui vous rendez service, c'est essentiel de répondre à cette question. Et sur quoi, du coup, votre produit agit et dans quel but sont 2 autres questions extrêmement importantes pour cibler l'objet. Alors, je reprends vite fait, et je surveille le timing. On va voir. Je reprends un petit peu les supports que je donne aux étudiants. L'idée, c'est d'oublier l'objet, en fait. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire qu'un étudiant ou qu'un concepteur ou qu'un ingénieur qui sait « je conçois des voitures ». Non, oublie la voiture. C'est quoi le service rendu par la voiture? À la limite, un service de mobilité, si tu veux. Mais c'est quoi l'usage? Parce que du coup, l'objectif devient l'objet technique et c'est foutu. Donc, il faut oublier l'objet. Il faut penser aux besoins essentiels. La personne qui éventuellement a soif, parce que ça, c'est un petit support que je prends. C'est un presse-agrume que j'utilise en cours, qui fait fonctionner avec les étudiants. Vous avez soif, vous avez un agrume devant vous et la situation de départ, vous pouvez prendre le jus et le mettre dans ce verre et puis le boire. Et c'est à ça que vous devez penser. Vous n'êtes pas en train de concevoir un presse-agrume ou quoi que ce soit. Vous avez devant vous un usager qui a soif, une orange, un verre à la rigueur, et il faut associer le tout. Et là, on peut éventuellement avoir une approche low-tech. Alors, comment on peut faire? Il y a des petits mots-clés. Alors, ceux qu'on peut prendre un petit peu facilement, c'est les 8 R. On voit assez souvent dans la littérature dès qu'il s'agit de penser sobriété. Alors, repenser le problème, on vient de le faire. On vient d'oublier l'objet technique, on vient de repenser clairement le problème de façon simple. Après, on peut faire des itérations pour affiner, bien sûr. Refuser, ça peut être refuser le besoin dès le départ. C'est-à-dire, non, ce besoin, je juge qu'il n'est pas légitime pour des tas de questions. Vous êtes capable d'argumenter, vous pouvez argumenter. Vous pouvez refuser une situation de départ, refuser les interactions qu'il y a au départ et re-questionner la situation de départ. Donc, vous posez un autre problème que celui qui vous est imposé. Renoncer à un certain nombre de fonctionnalités, par exemple, dans un système. Et c'est bien d'utiliser ces petits mots-clés de façon récurrente. Réduire, réutiliser, réparer, recycler, rendre à la terre. Ces 8 R étant censés être des mots-clés, des séquences qui vous permettent de mieux penser à la fois le cycle de vie et de mieux intégrer la relation de votre objet à son espace. Oui, refuser le besoin. Si vous faites un presse-agrume, si vous allez sur Internet, vous cherchez l'argumentaire de vente d'un presse-agrume, c'est un peu bizarre quand même. Il vous évitera de passer 10 minutes entières, bon 10 minutes quand même, à essayer tant bien que mal de presser une orange à la main, et encore, si ce n'est que pour préparer un verre pour soi-même. Voilà, donc ça c'est manifestement, c'est tout ce qu'a trouvé le service marketing pour vendre le système. On est en train de concevoir un système qui évitera 10 minutes entières. Vraiment, pas être pressé. Mais bon, voilà, ça se discute, ça se discute, ça se discute. Il ne faut pas être pressé. Non, oui, tu as vu? Je me suis demandé si vous aviez… non. Alors, sachant que dans le presse-agrume que je viens de vous présenter, de toute manière, il y a une étape que vous n'éviterez pas, c'est celle de couper l'orange en deux. Donc, vous avez besoin de toute manière du couteau, ce qui n'est pas dit dans l'argument marketing.
Mais il y a des presse-agrumes qui coupent l'orange eux-mêmes. Si vous avez, voilà. Si vous n'avez jamais pressé une orange de votre vie et vous l'avez déjà fait, je suis sûr ici à la cantine, ils le font encore. On prend la fourchette et on a un jus. Ça marche super bien. Donc, dans l'histoire de refuser, il y a ça aussi. Acter de refuser quelque chose, une situation de départ, ça consiste souvent à enrichir le périmètre de ce que vous prenez en compte dans la conception. Si vous prenez en compte que Homer, l'orange et le vert, oui, vous avez un problème. Mais si vous prenez en compte un petit peu plus largement ce qu'il y a autour, des volontés un peu low-tech, c'est souvent mieux considérer son environnement, mieux considérer le potentiel de son environnement et mieux considérer tout ce qu'il y a dans son environnement et faire avec ce qu'on a dans l'environnement. Donc, un presse-agrumes low-tech pourrait ressembler à une fourchette. C'est ça que je suis en train de dire. Repenser son environnement, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant au niveau créativité, parce que un des principes de créativité qui est assez performant, c'est de dire les éléments de la solution sont dans les éléments du problème. Je m'explique. Tout ce que vous pouvez amener comme solution est déjà là. Une bonne solution technique, c'est une solution qui n'amène pas autre chose. Donc, vous devez composer avec les éléments du problème. Et les vraies solutions sont celles qui réarrangent votre situation initiale sans ajouter quelque chose. Un nouvel arrangement de la situation initiale sera toujours favorable à rajouter, en l'occurrence, un objet technique qui amènera systématiquement de nouveaux problèmes. Sans faire d'ACV, voilà, on sait très bien qu'un produit le moins impactant, c'est encore celui qui n'existe pas. Donc, une des tendances, et ça, cette loi-là de créativité, c'est une loi issue de la théorie d'invention, théorie de résolution des problèmes inventifs, FRIES. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez fort parce que c'est typiquement, on est au cœur d'une démarche vraiment low-tech. On fait avec ce qu'on a. Donc, ce n'est pas toujours simple. Parce qu'un des enjeux, ça va être aussi de justifier. Alors, pourquoi on aurait cet appareil ou cet appareil, de complexité plus ou moins élevée? Ça, c'est quelque chose qu'on peut demander aux étudiants. Moi, c'est un petit jeu qu'on peut faire, c'est de dire, justifier l'existence de ce produit. Alors, si vous le mettez dans une cuisine particulière, je ne sais pas votre sentiment au niveau de justification, est-ce que ça vaut le coup, sans faire d'ACV d'ailleurs, ou sans discuter d'éthique ou de quoi que ce soit, avoir un presse-agrumes de ce type-là dans sa cuisine, quel est le service rendu, quel scénario on pourrait associer, etc. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vois tout de suite quelqu'un qui aurait envie de ça parce qu'il fait une soirée avec des amis, c'est buveur de jus de fruits. Et puis, il y a un petit côté, voilà, je présente des choses, j'ai acheté le plus beau presse-agrumes du monde, un peu comme on fait pour le machine à café en ce moment. Voilà, il y a un petit côté très valorisant, auto-congratulation, j'ai le super presse-agrumes, voilà, chez soi. Ça, les étudiants le sentent bien. À titre de produit individuel, ils sentent bien qu'il y a une petite dissonance. Alors la question, c'est, mais dans quel contexte vous verriez ça justifié? Vous, dans quel contexte vous verriez justifier un truc comme ça? Qu'est-ce qui ferait qu'on dirait, oui, là, ça vaut le coup? Éventuellement dans un bar à jus, avec beaucoup de personnes qui viennent dedans. Mais bar à jus, on sent qu'il va faire du profit. Moi, ça ne me va pas tout à fait. On sent que c'est du business, tout ça. Et dans mon éthique personnelle, ça y est, non, ça ne va pas, ça va. Est-ce qu'il y aurait une situation peut-être plus appropriée dans laquelle vous auriez l'impression de passer un petit cap encore supérieur au niveau de l'éthique, ou toi tu connais peut-être la réponse? Un bar à jus coopératif. Un bar à jus coopératif, ça serait pas mal, effectivement. Un bar à jus coopératif, on peut peut-être monter le cran au-dessus. Un hôpital où on doit fournir des vitamines à la personne. Exactement. Des vitamines fraîches. Un hôpital, un EHPAD. Alors, dans un EHPAD, par exemple, ça marche très bien, parce qu'on sent bien qu'ils ne vont pas couper l'orange en deux. À la limite, plus il y a d'assistance, mieux c'est. Effectivement, c'est une situation qui pourrait justifier socialement l'acquisition de ce type de produit. Donc, premier niveau de réponse sur les low-tech. Je ne sais pas si vous êtes low-tech, c'est forcément no-tech. Il faut toujours mettre en adéquation le niveau de technologie à un niveau de besoin. Le jeu en vaut la chandelle. Bon, pour plein d'objets techniques, le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais on peut quand même essayer de construire un débat là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, c'est repositionner la technique dans un usage concret. Et chaque situation est particulière, et c'est en ça, par contre, que le high-tech va s'y opposer, le high-tech au sens de industriel. Je standardise le produit, ce qui suppose que les besoins sont standards. Alors, ils le sont grâce à la pub,
mais c'est bien la fonction de la publicité, c'est de rendre les besoins standards, parce que la production est standardisée. Du coup, à l'usage, moi, ce que je préfère, c'est celui-là. Donc, le petit en pâte de verre. Donc, la légitimité du produit doit être repensée dans son contexte d'usage. Premier aspect de conception, qui n'est pas forcément une loi low-tech, mais c'est vraiment juste pour faire la démarche. Je vais accélérer un petit peu pour la suite. Il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Il y a un deuxième aspect, on a beaucoup parlé besoins là maintenant. C'est vraiment la pierre angulaire. C'est pour ça qu'il faut y consacrer du temps. Il y a des outils pour le faire. Après, voilà, on n'a pas réarrangé les éléments du problème. Donc, on a amené un objet technique. Donc, on a amené des problèmes. Ces problèmes, c'est tout un tas d'interactions négatives avec l'environnement. Votre système, il va consommer des ressources, il va consommer de l'électricité, il va avoir nécessité de s'accrocher à certains endroits, il va être en interaction avec tout plein de trucs, il va avoir un cycle de vie, etc., etc. Donc, on fait souvent un diagramme des interacteurs sur l'ensemble du cycle de vie. Ça, c'est juste pour essayer de savoir un peu ce qui se passe. Et ça ressemble à ça en conception. Ceux qui font de la conception, voilà, combien d'étudiants nous sortent des trucs comme ça. Alors, il n'y a pas besoin de faire des diagrammes de ce type-là. On pourrait faire une liste à puces, ça va très bien. On retrouve les éléments de notre problème de départ et puis on retrouve tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe en suivant les différentes phases de vie. Il va falloir penser à le presse-agrumes, comment il va se comporter sur le plan de travail. Il va falloir mettre des pieds, un support. Il va aller dans la déchetterie en fin de vie. Ouais, ça serait bien, il y a de l'électronique. Comment on gère? Il faut que ça mais il y a une directive européenne, il faut gérer. D'accord, donc on va y penser. Il y a un opérateur de démontage. On peut rajouter du social, on peut rajouter des choses. Ce serait bien que ça se clip sans outils, c'est moins dangereux. Bon, ce serait bien que ce soit des produits assez soft au niveau sanitaire, etc. Là-dessus, vous pouvez être accompagné par la réglementation, mais le mieux, c'est votre bon sens au départ. Et ça, déjà, de défricher le terrain et de vous poser les questions. C'est essentiellement se poser des questions. Une démarche low-tech ou de conception, de toute manière, c'est essentiellement se poser tout plein de questions. Moi, je dis souvent, c'est transformer des ingénieurs comment en ingénieurs pourquoi. C'est simple, hein. Vous posez des questions. Du coup, tout ce qui est introduire les impacts environnementaux, je ne veux pas rentrer dans les détails. Les 3 jours de formation sont principalement dédiés à ça. Et puis après, on va hiérarchiser. Alors, je vais avancer un tout petit peu là-dessus. L'idée, c'est assez simple et je voudrais arriver aux conclusions de ça. On va avoir toutes les fonctionnalités du produit. On attribue des importances relatives aux différentes fonctions de notre produit. C'est un travail assez classique en analyse fonctionnelle. Et l'histogramme, c'est la première fonction ici, c'est ne pas électrocuter l'usager. On a jugé que c'était plus important que bien extraire le jus de fruits. Bon, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et puis la troisième fonction, c'est récolter le jus. Ouais, ça, c'est les 3 choses qu'on demande à cet extracteur de jus de fruits. Ne pas s'électrocuter avec, extraire le jus et le récolter. Ce serait bien qu'on arrive à faire ça bien. Et ça, c'est les fonctions les plus importantes. Et puis tout ce qui reste à faire, à chaque fois, c'est des importances décroissantes. Et bien, on va se baser là-dessus pour essayer d'affiner les ressources. Je vais essayer de voir si le jeu en vaut la chandelle, mais on ne va pas le voir juste globalement, on va le voir dans le détail. Alors, les ressources, en 2013, dernière définition de l'analyse de la valeur, les ressources, au départ, dans la première définition en 70, c'était le prix. Satisfaction du besoin divisé par prix. Et vous aviez la valeur du produit. Ils ont changé ça après, dans les années 90, 95, ils ont changé, ils ont dit coût, ils ont changé prix par coût. Et ils ont mis, attention, il y a des coûts externes. Il y a une astérix en bas, coût externe. Coût externe, écologie est rentrée là-dedans. C'était dans une astérix, dans la deuxième itération de la norme. Après, ils ont appelé ça, maintenant ils appellent ça ressources, globalement. Et dans les ressources sont citées nommément les ressources financières, le temps, la propriété intellectuelle, les ressources humaines, et puis les ressources environnementales, énergétiques, etc. Donc, maintenant, la notion de valeur doit intégrer tous ces aspects-là. Donc, ça complexifie un peu le choix. Du coup, l'analyse de valeur, c'est ça. Du coup, il n'y a pas une note de valeur, parce qu'il n'y a pas une note d'utilisation de ressources. Si on fait l'ACV, rien que les ACV sur les impacts, on peut avoir tout plein de critères d'impact. Vous pouvez mettre le prix si ça vous chante. Vous pouvez faire une ACV sociale et mettre un indicateur social derrière. En fait, vous vous rendez compte que c'est extrêmement composite, cette notion de valeur. Du coup, il faut s'accrocher un petit peu à ça. C'est un jugement qui est éthique, parce que du coup, vous êtes en train de nager entre plein d'échelles de valeurs différentes. Et personne ne vous a appris à passer de l'un à l'autre. Et il n'y a rien de pire que le prix pour passer de l'un à l'autre. D'accord ? 1 euro de je ne sais pas quoi qui vaut 1 euro de je ne sais pas quoi, derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, en fait, surtout pas le prix, mais par défaut, je dirais que c'est un peu le moyen de conversion de passer d'une échelle à l'autre, c'est souvent le prix. Alors, on va comparer une ACV comparative entre un extracteur électrique et un en pâte de verre.
Évidemment, l'extracteur électrique, c'est celui qui a les impacts maximaux, alors surtout sur la fabrication pour le coup. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va faire une analyse de valeur, c'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de faire le bilan environnemental de mon produit, je vais faire le bilan fonction par fonction. La fonction numéro 1, alors comment on fait? C'est pas magique, hein. On dit, voilà, j'ai le bol. Le bol, il sert principalement à récolter le jus. À 90%, il sert à récolter le jus, mais comme il soutient aussi le support, il sert aussi un petit peu à l'extraction. Donc, je fais une espèce de tableau croisé dans lequel j'attribue pour chacune de mes pièces une part de la fonctionnalité générale du système. Et je fais l'ACV du jus, de mon extracteur de jus, et donc j'ai le bilan CO2 de mon bol. Du coup, j'ai le bilan CO2 fonction par fonction, parce que je peux agréger tout ça, je peux compter. Je peux faire le bilan financier, ça se fait souvent pour le financier, ça. Au départ, l'outil était là pour avoir le coût fonctionnel. Maintenant, on peut avoir le coût CO2, on peut avoir plein de choses. Du coup, vous avez ce ratio-là. Et donc, ça devient intéressant parce que là, par exemple, vous avez une fonction qui a un très gros impact environnemental, mais qui n'a pas une très grosse utilité. L'utilité est en bleu, en gris, c'est l'environnement. Vous avez une fonction ici qui serait à revoir d'un point de vue économique. Elle n'est pas très utile, mais elle coûte cher. Et puis, vous avez des choses qui sont relativement équilibrées parce que les histogrammes montent à peu près au même niveau. Là-dessus, ça devient bien parce que du coup, vous pouvez même faire le même travail pièce par pièce. Là, il s'avère que le moteur a 95% des impacts environnementaux, c'est le moteur. Et honnêtement, si vous regardez l'utilité du moteur, il participe assez faiblement à l'utilité, c'est-à-dire en dehors de 15%. L'expérience faite avec les étudiants, vous prenez un presse-agrumes électrique, vous enlevez le moteur, figurez-vous qu'on peut presser l'orange. Incroyable. Vous n'avez pas besoin du moteur pour presser l'orange. Vous enlevez le moteur, vous y arrivez, et les étudiants considèrent que la fonctionnalité a finalement très très peu diminué. Alors, entre nous, un presse-agrumes électrique sans moteur, ça ressemble beaucoup au presse-agrumes en pâte de verre. Sauf qu'il a le bol. Alors, vous pouvez prendre votre presse-agrumes en pâte de verre, le mettre sur un bol, ça marche bien aussi. Alors, du coup, c'est là où, en général, ça fait un petit choc. Non, mais vrai, hein, ça fait un choc parce que les étudiants, ils disent, alors pourquoi on met un moteur? C'est la question. Là, on peut introduire éventuellement une dimension low-tech. La question souvent est compter le nombre de moteurs de moins de 100 watts. 100 watts étant, on a vu ça ce matin dans les limites planétaires, 100 watts, c'est à peu près la puissance d'une personne. Si vous prenez tous les moteurs de moins de 100 watts qui vous accompagnent dans votre vie quotidienne, ils sont tous remplaçables, en vérité. Hein. Ils sont tous remplaçables. Donc, dans une cuisine, ça en fait un paquet. Le moteur électrique qui est là-dedans, il fait 35 watts. Les moteurs qui ouvrent vos rétroviseurs sur la voiture, c'est pareil. D'accord? Donc, c'est toutes ces petites assistances du quotidien que là, on peut commencer à se dire, concrètement, la dimension low-tech, le high-tech qui ne servira à rien, le high-tech critique, on peut commencer à regarder de ce côté-là. Pour moi, ça serait simplement une analyse de la valeur qui intègre, si possible, d'autres critères que le prix et dans lesquels on peut commencer à poser des questions. Les premières questions, c'est environnementalement parlant, c'est pas mal. Socialement en parlant, on peut aussi discuter de façon plus libre parce qu'effectivement, les ACV sociales, moi, je n'ai rien pour chiffrer et ce n'est pas toujours simple. Mais souvent, on n'a même pas besoin d'en parler. Du coup, pour essayer de caractériser high-tech, une démarche high-tech, pour moi, ça serait une façon de créer de la valeur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Hein. Il y a toujours des débats du high-tech dans le milieu médical. Ouh là là. Alors, ma réponse est attention, dans le milieu médical, le principal objet technique qui permet de sauver le plus de vies dans un hôpital, quel est l'objet technique qui vraiment sauve des vies dans un hôpital? Le savon. Enlevez le savon d'un hôpital, vous pouvez garder les IRM, tout le bazar. Vous avez quand même un sacré problème dans votre hôpital. Si vous enlevez le savon d'un hôpital, donc les questions sanitaires, le high-tech égale santé, ouais, enfin, il faut d'abord le savon. Il faut d'abord le savon, d'accord? Et ça ne peut pas vraiment dire que ce soit ultra high-tech. D'accord? Donc, il faut aussi apprendre à reconsidérer notre relation aux objets techniques. Hein. Ils ne sont pas bas de gamme, ni pas de basse technologie. Et on peut faire des tas d'études très intéressantes, scientifiquement parlant, sur une bonne qualité de savon. Je ferme la parenthèse. High-tech, on crée de la valeur en allant chercher des satisfactions extrêmement détaillées. On va satisfaire grandement toutes les fonctionnalités, tout un tas de fonctionnalités, y compris malheureusement des superflus. Malheureusement, ça consomme des ressources. Et on s'en sort quand même parce que l'équilibre reste favorable. Conception à coût objectif, on crée de la valeur en maximisant la satisfaction du besoin pour un prix donné ou une ressource donnée.
Et puis, ce qui différencierait le low cost du low tech, parce que souvent on associe low cost et low tech. Le low cost, on va, pour une satisfaction donnée, on va gratter sur les ressources. Et ce qui me semble le plus radical dans la démarche low tech, c'est qu'on va négocier une satisfaction du besoin à la baisse, qui permettra une très, très grande économie de ressources. Là, on a peut-être un point éventuellement de différenciation entre le low tech et le low cost. Et puis, une innovation de rupture, ce qui veut dire qu'il y a quand même une porte grande ouverte à tout ce qui pourrait être de la créativité. On peut très bien créer beaucoup de valeur en améliorant la satisfaction, en baissant grandement les ressources. En fait, on baisse. Oui, mais c'est un ratio. C'est la satisfaction qu'on baisse, mais les ressources baissent beaucoup plus. Et comme c'est la satisfaction divisée par les ressources, finalement, la valeur, on crée de la valeur. Les ressources baissent beaucoup plus vite qu'en négociant sur quelques fonctionnalités qu'on pourrait juger négociables, superflues. On peut faire de très grandes économies. Sur le presse-agrumes, en gros, je négocie sur le moteur. J'ai enlevé 95% des impacts environnementaux. Il me reste un presse-agrumes assez basique. Mais en fait, j'ai fait un énorme effort. Et la valeur, on peut repositionner la valeur du produit comme ça. Et c'est vraiment y attacher une vraie valeur, au sens, c'est un bon produit. Oui, ça baisse la valeur estime. Oui, après, mais c'est là où il faut être accompagné par le marketing, quoi. Là, en général, on est un peu en rupture dans le discours. Et même le cost, en soi, l'égal, on peut même mettre en descente, parce que là, quand tu dis le cost, la satisfaction, elle descend aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais j'essaie de faire un peu dans l'objectif low cost, c'est souvent de fournir un produit qui, du point de vue consommateur, propose une expérience de consommation ou d'usage qui soit assez proche du produit un peu plus cher. Voilà. Il ne faut pas que vous achetez un beurre premier prix, il ne faut pas qu'il soit vraiment dégueulasse. Il faut qu'il soit d'un goût comparable au beurre marque générique, en gros. D'accord ? Donc, l'idée, c'est un peu ça. Et voilà. Bon, c'est une façon aussi un peu caricaturale, faut m'excuser. Hein. C'est juste pour poser un petit peu le débat. Et surtout parce que je chantais la nécessité, avec les étudiants, de sortir de l'ornière low-tech, low-cost, en fait. Alors, je vais, avant de passer la parole à William, ouais, nickel. Bon, moi, franchement, l'argument des low-tech, à part pour quelques projets que j'ai l'occasion de faire, et c'est extrêmement plaisant, moi, je trouve que c'est super intéressant aussi dans l'enseignement de la technique globalement. Alors, pourquoi ? Parce que, alors je vais passer la diapo d'après. Les low-tech, concrètement, c'est l'occasion de mener un projet jusqu'au bout. Alors, je ne vois pas de conception low-tech. C'est assez frustrant de faire une conception low-tech sans réalisation, en vrai. Là où c'est top, c'est quand vous pouvez faire un projet de conception low-tech, d'esprit low-tech, à définir d'ailleurs. J'ai autant de définitions que de projets en vrai. Hein. Chaque projet qui vient et qui a une volonté low-tech va être la définition des low-tech dans le cadre de ces projets va être à discuter. Donc, il y a autant de définitions que de projets et que de personnes et que de gens qui travaillent dessus. Donc, les critères, je suis tout à fait pour. Globalement, ça permet de structurer un peu le cadre. Mais en fait, ce n'est pas juste des critères. En fait. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, on peut, via un objet technique que les étudiants vont être capables de mettre en œuvre avec des ressources qui sont les leurs. Et là, quand je leur dis, vous faites partie du problème, quand ils sont en fabrication, ils voient bien qu'ils font partie du problème. Et quand moi, je suis en fabrication, je vois bien aussi que des fois, je fais partie du problème. Il y a des trucs qui ne sont pas toujours faciles. Et puis, on avance avec humilité. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette approche, c'est d'avoir une approche vraiment humble du produit et de la technique. Et l'objectif, ce que je trouve intéressant, le mot low-tech, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mes collègues, j'en discutais encore hier avec des collègues sur le projet qu'on a finalisé, qu'on a présenté à la Foire des Sciences. Il y en a qui ne veulent pas revendiquer le low-tech pour certains projets de conception qu'on fait fini. Parce qu'ils trouvent que c'est un peu dégradant. Ou, c'est une technologie, une basse technologie. Alors, pas du tout. Moi, ce que je revendique, par contre, c'est le mot low, c'est la position du concepteur vis-à-vis de la technologie. Quand vous êtes dans une situation de low-tech, c'est parce que vous avez pris de la hauteur. Ce n'est pas l'objet technique qui s'est abaissé au niveau technique, c'est vous qui avez repris la maîtrise de votre technique. Alors, ça va dépendre de tout un chacun. Si vous êtes un petit peu bricoleur, un petit peu expert, etc., vous allez pouvoir vous mettre en hauteur, y compris sur des produits qu'on dit high-tech.
comprendre, d'être capable de réparer un peu tout et n'importe quoi, et vous en sortez très bien. Si vous avez zéro culture technique, forcément, le niveau de technologie dont vous avez la maîtrise va être relativement bas. D'accord? Les low-tech, le mot bas, moi je le revendiquerai, mais pas dans l'absolu, mais relativement à l'usager, relativement au concepteur. Un objet low-tech, c'est un objet qui met l'usager dans une situation un peu de supériorité vis-à-vis de la technique, mais l'usager dans une situation de comprendre au moins ce qui se passe et d'avoir accès à l'objet technique. Et combien d'entre nous avons été frustrés d'objets high-tech qui ne marchent pas et qu'on fout à la poubelle alors qu'il y a des fois juste une soudure, en fait, juste un tout petit capteur qui ne marche pas. Et ça, c'est extrêmement frustrant. L'objet low-tech qui permet de reconquérir un petit peu ce pouvoir-là sur les objets. Alors, concrètement, je fais la pub. Spéciale dédicace, Damien. Moi, franchement, non, mais vraiment, je le dis pas sans, je le dis vraiment avec plaisir. Je le dis vraiment avec plaisir parce que si j'ai pu conduire des projets low-tech, que j'appellerais low-tech, à peu près jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à un vrai objet technique, j'ai pu le faire à l'INSA et notamment dans le cadre du groupe conception-production, au FIMI. L'humilité, c'est les bases de tout ça, c'est il faut avoir un atelier. Il faut avoir un atelier, il faut fabriquer, donc petite photo de l'atelier à côté usinage. Il faut avoir des moyens de production. Alors honnêtement, à l'INSA, ça se casse plutôt la gueule. Les heures d'enseignement liées à la production, c'est en baisse continue. C'est souvent le cas dans tous les établissements. Là, il faut avoir un petit peu d'esprit de reconquête parce que ce n'est pas possible de parler low-tech, de revendiquer de la low-tech si derrière, on n'a pas des espaces de production adaptés avec des heures associées d'encadrement. Hein, ça, je l'ai dit, c'est bon. Ensuite, il faut une équipe. Parce que alors, maîtriser la technique, même si elle est basse, hein, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et après 15 ans d'enseignement de conception, plus ça va, plus je vois tout ce qui reste à faire. Hein. Donc, j'ai sorti une vieille photo. Alors, j'ai sorti une petite photo, mais c'est essentiel. Vous ne pouvez pas faire de la low-tech s'il n'y a pas une équipe derrière vous. L'équipe, à minima, c'est vous et l'usager. Il y a une relation humaine. Vous ne pouvez pas parler low-tech sans relation humaine, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas parler. Et même avec les étudiants, en fait, il faut une relation un petit peu particulière qui n'est pas celle de je sais tout et tu sais rien. C'est on va apprendre ensemble de nos erreurs éventuellement respectives et puis on va se mettre. Et chaque projet est différent. Donc il faut avoir un vrai esprit. Alors ce que je mets dans l'esprit low-tech, c'est la collaboration, c'est la coopération. Vous êtes devant un truc qui casse, vous êtes devant un truc qu'il faut réparer, une machine qui tombe en panne, un système un peu particulier. Il faut de la coopération à tous les niveaux. Il faut vraiment de la coopération. Et ça fait partie pour moi de l'ADN des low-tech. Et puis c'est ce qui vous permet après de construire aussi un projet avec les étudiants. Les objets sont en bas, je n'ai pas pu les amener, hein, parce que le low-tech ne rime pas non plus avec léger. Un vélo, donc en 60 heures de projet, une espèce de chariot mobile et un vélo cargo qu'on survécu à la foire des sciences hier. Et du coup, voilà, les étudiants sont extrêmement fiers de pouvoir rouler sur leur propre vélo conçu, fabriqué de A à Z. Et c'est galère, ouais, c'est galère, il faut s'entraider. On finit à 20h30 le soir pour finir les dernières soudures. Mais pour moi, c'est ça en fait. Tout cet emballage low-tech, il appelle ces composantes-là. Et sinon, après, c'est juste je dirais du blabla universitaire concrètement en fait. Et du coup, ça permet de penser quand même. C'est cet aspect social, je trouve, et les relations humaines qui permet quand même d'aller jusqu'à comment la low-tech peut changer la société. J'ai bon sur la… Oui, je ne vais pas être très long, c'est pour conclure en fait sur la dimension sociale de la démarche low-tech. Comme on l'a vu avec Alexandre et Romain, ce terme low-tech est relativement récent dans son contexte d'usage en France. Et du coup, la définition n'est pas encore fixée, c'est une démarche avec certains types de critères, mais c'est du bon sens. C'est comment est-ce qu'on se pose la question quand on conçoit d'une diversité de critères plus large que celle qu'on a l'habitude. Dans la manière d'aborder les low-tech, souvent, pas toujours, mais ça arrive souvent qu'on se concentre sur les low-tech au sens des objets low-tech. Et quand, par exemple, le Low-Tech Lab donne la définition utile, durable, accessible, quand on dit durable, à quoi est-ce qu'on fait référence? Est-ce que l'objectif, c'est un objet qui dure le plus longtemps possible? Mais est-ce que faire durer le plus longtemps possible, je ne sais pas, par exemple, des antennes 5G, est-ce que ça crée une société durable? En fait, c'est ça la question. Est-ce que l'enjeu, c'est éco-concevoir une antenne 5G? Donc, moi, j'ai trouvé une définition qui était intéressante là, dans un article récent de Carrel, Hs et Carbout qui définissent la low-tech en fait, à l'échelle du système socio-technique. C'est-à-dire, ils s'intéressent à
à une technologie low-tech dans la mesure où elle se constitue une brique technique élémentaire d'une société pérenne, équitable et conviviale. Donc, c'est une définition qui est la leur, qui est arbitraire, c'est-à-dire qu'ils l'ont choisie parce que c'est en fonction des valeurs qui sont les leurs. Mais globalement, si on définit la question de la durabilité, ce qui nous intéresse derrière, ce n'est pas que l'objet soit durable, c'est bien que la société soit durable et donc que le système technique qui la soutient le soit. Donc, il faut toujours se demander si le système technique qui rend possible l'objet qu'on conçoit, lui-même est pérenne. Donc, c'est pour décentrer la démarche low-tech de l'objet à l'échelle du système technique dans lequel ça s'inscrit. Par rapport à ça, donc dans cette logique de décentrement, on parle souvent d'innovation technologique, mais il y a un terme maintenant qui est devenu très répandu, d'innovation sociale. En fait, ça va être changer nos manières de faire, qui ne nécessite pas forcément l'introduction de nouveaux objets. Là, je vous ai mis la définition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'innovation sociale, ça va consister à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales. Il y a des co-constructions, de co-conception. Donc, le concepteur, il va se mettre au service des personnes, mais il va être un facilitateur, il va chercher à concevoir avec les usagers. Donc, en appliquant la participation, la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou le service que le mode d'organisation, de distribution. Elles passent par plusieurs démarches. Donc, l'innovation sociale, ça ne va pas forcément co-concevoir un produit, ça peut être une nouvelle manière de s'organiser. Donc, un exemple qui peut être intéressant, c'est quel est un moyen low-tech d'emmener les enfants à l'école. Ben, on pourrait se dire, voilà, je vais concevoir un vélo plutôt qu'une voiture. Et en fait, un exemple d'innovation sociale, c'est le pédibus. C'est-à-dire que tous les parents ne peuvent pas emmener leurs enfants à l'école parce qu'il faut qu'ils aillent au travail à cette heure-ci. Le pédibus, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le même principe qu'un arrêt de bus, sauf que c'est un arrêt où les parents volontaires, qui peuvent se réveiller d'un jour en jour, vont chercher les enfants en passant par les différents arrêts, en faisant un peu le trajet jusqu'à l'école. Donc là, c'est une nouvelle organisation sociale, c'est une coordination entre les parents qui ne nécessite pas l'introduction d'un nouvel objet. Mais il y a bien une conception, il y a bien un moment donné où on s'est dit, ah oui, d'accord, alors comment est-ce qu'on va concevoir notre trajet, où est-ce qu'on va mettre les arrêts, qui peut s'y impliquer, etc. Donc là, c'est plutôt une innovation par les usages qui ne nécessite pas de technologie. Pareil, sur ce décentrement par rapport passer de l'innovation technologique à l'innovation sociale, là, on a la question de « et faut-il innover ?» Déjà, dans cet ouvrage « L'héritage et fermeture » de Monnet, Landivar et Monin, on peut dire qu'il y a deux grandes directions par rapport aux technologies actuelles. Il y a celle d'abord qu'il ne faut pas faire advenir. Donc là, c'est cessons d'innover quand ce n'est pas nécessaire. Donc, ils prennent l'exemple d'un désincubateur. Là, dans les startups, il y a des incubateurs. Eux, ils proposent des incubateurs. C'est-à-dire que si vous avez une idée de startup, d'abord, il faut les passer sous les fourches codines des limites planétaires. C'est-à-dire que plutôt que vous allez simplement demander à un actionnaire est-ce que votre projet va être rentable, là, l'idée, c'est que vous ayez des évaluateurs d'impact en termes environnementaux ou sociaux qui jugent le produit avant qu'il soit mis sur le marché. Il y a Simon Virgule aussi, qui est un cabinet de conseil, qui parle de tribunaux d'existence. Pour faire passer les produits avant qu'ils entrent sur le marché par les tribunaux d'existence. Donc ça, c'est une première démarche. Et une seconde démarche, c'est, bon, certes, il y a des choses qui ne sont pas durables et qu'il faut éviter de faire advenir. Ça, c'est l'innovation inutile. Mais aussi ce dont on hérite, des infrastructures, des systèmes techniques qui, eux, sont très utiles dans le contexte présent et qui, pourtant, ne sont pas soutenables. Et là aussi, on a besoin d'ingénieurs. Là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en passer, mais de manière progressive, de manière concertée. Donc, c'est une nouvelle démarche qui s'appelle la redirection écologique, va consister à enquêter sur nos attachements, sur nos dépendants. Par exemple, on peut dire, voilà, il faudrait arrêter la mobilité en termes de la voiture individuelle, voilà, passer au transport en commun, puisque c'est beaucoup plus polluant d'avoir un véhicule par personne. Sauf qu'il y a certains contextes où, aujourd'hui, il y a une dépendance forte à la voiture du fait de l'aménagement du territoire, du fait de la structure de l'emploi en France, etc. Donc là, la conception, c'est une conception qui se situe à l'ordre macro, à l'ordre sociétal, même à l'ordre juridique. Comment est-ce qu'on fait pour concevoir des relations sociales, un aménagement du territoire, un droit aussi, le mécanisme juridique, qui permet de se passer de la voiture.
Voilà, donc là, c'est complexe. Comment est-ce qu'on arrête d'innover? Comment est-ce qu'on arrête de faire ce qu'on fait très bien aujourd'hui quand pourtant on a des dépendances, des attachements qui rendent ce renoncement compliqué. Et ça aussi, voilà, on peut appeler ça, si on veut, une démarche d'innovation. Dans le sens où c'est bien une innovation sociale de se passer la voiture, au sens où je définis l'innovation sociale. Donc, dans toutes les démarches qu'on va appeler les démarches de sobriété, Megawatt, c'est une association qui est en avance sur ces questions-là, sur la sobriété énergétique en France. La sobriété, en fait, passe quasiment exclusivement par des innovations sociales, justement, au sens de repenser nos manières de s'organiser. Par exemple, la sobriété coopérative, ça va consister à mettre en commun un certain nombre de choses. Donc, là, typiquement dans la mobilité, ça peut être le covoiturage. Même le Pédibus pourrait tout à fait rentrer dedans. Sobriété d'usage, c'est tout simplement réduire l'usage de certaines choses qu'on utilise déjà. Donc là, par exemple, le numérique, on pourrait se dire, bien, le numérique, c'est important, c'est utile, c'est high-tech, ça a un certain impact, mais peut-être que cet impact pourrait être soutenable si on utilisait beaucoup moins de numérique. Voilà. Donc là, l'idée serait d'arrêter de numériser, ce serait de dénumériser, pas forcément à 100%, mais au juste besoin. Sobriété organisationnelle, donc là, ça va être assez proche de la sobriété coopérative, mais c'est à l'échelle plus macro. C'est ce que je disais sur l'exemple de la voiture, par exemple, c'est comment est-ce qu'on s'organise de manière à changer les organisations pour réduire nos besoins de matière et d'énergie. Voilà, il y a encore d'autres dimensions de la sobriété, mais pour dire que globalement, c'est à chaque fois une méthode d'innovation qui vise à faire moins en se réorganisant. Il y a un enjeu qui est peu souligné dans les marques low-tech, mais qui, je pense, est sous-jacent. C'est l'idée que finalement, les choix technologiques sont des choix de société et qui doivent donc pouvoir, pour une part, pour ceux qui engagent la société dans son ensemble, pouvoir être débattus démocratiquement. Donc là, Richard Klov dit ça dans un syllogisme qui est très, très simple et un avis très clair. Dans la mesure où les citoyens devraient avoir le pouvoir de participer à l'élaboration des principaux cadres de leur société, et pour autant que les technologies affectent profondément et constituent en partie ces cadres, il s'ensuit qu'il faut démocratiser la conception et la pratique de la technologie. Et il va jusqu'à la phase amont, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de démocratiser les usages, c'est de démocratiser la conception. Donc, ça veut dire que les citoyens qui sont concernés par les dispositifs qui vont être mis en place doivent avoir leur mot à dire sur la conception elle-même. Donc, qu'est-ce que ça dit de la place d'un ingénieur? Qu'est-ce qu'il peut y faire? Alors, Gilbert Simondon, lui, il parlait de la figure du technologue. C'est la figure de la personne qui est capable de comprendre le fonctionnement de la technique et en fait, c'est-à-dire le fonctionnement interne des machines, mais aussi leur interaction avec leur milieu. Comment est-ce qu'elles interagissent avec leur milieu? Et pour lui, l'idée, ce n'était pas que du coup, à partir de cette connaissance-là, les technologues dominent la société. Ce n'est pas la démarche technocratique. Selon lui, en fait, les ingénieurs ou les technologues peuvent être des médiateurs entre les techniques et les sociétés, donc permettre de mieux comprendre les fonctionnements des techniques pour guider les choix sociaux, mais pas les remplacer. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Et surtout, avec quel type de principe on pourrait décider collectivement de ce qui serait une bonne technologie d'une mauvaise technologie? Donc, tout à l'heure, on a donné un certain nombre de critères. Moi-même, là, c'est des travaux qui sont encore en cours, mais travaux de philosophie, en fait, de conception de critères de justice sur ce qui permettrait de créer un nouveau contrat social pour débattre des choix technologiques. Et en guise d'amorce de ces réflexions-là, tout à l'heure, on parlait de Razmik Chayan, voilà, il a repris une formule de Gorz. Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous, seul mérite d'être produit ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne. Autrement dit, seul est digne de toi une structure des besoins universalisables. Je pense qu'ici, ce qui est très important, c'est la notion de structure de besoins universalisable, c'est-à-dire que finalement, en démocratie, sur quoi devrait porter le débat? Il devrait porter sur comment faire pour s'assurer que tout le monde, quand je dis tout le monde, ça inclut les citoyens du pays dans lequel vous considérez, mais également les autres pays et également les écosystèmes dont on dépend. Donc l'enjeu là, ce serait une démocratie technologique qui viserait à débattre des choix technologiques, devrait se poser la question, comment faire pour satisfaire les besoins de tous de manière soutenable? Et ce sera à partir de ça qu'on pourrait se mettre d'accord. Je pense que ce serait
le point de départ qui pourrait permettre de débattre de ces questions-là. Alors comment, sous quelle forme institutionnelle, puisque l'ingénieur, lui, actuellement, on a dit, il est majoritairement en entreprise, donc il est majoritairement dépendant en fait, de la politique de l'entreprise. Comment il fait pour jouer ce rôle de médiateur, de technologue à l'interface de la technique et la société? Donc, au sein de l'entreprise, il peut probablement essayer de faire des choses pour aller plus dans cette démarche d'innovation sociale, de co-conception, de répondre aux justes besoins. Et là, je parlais plutôt à l'échelle macro, à l'échelle politique, à l'échelle institutionnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Donc là, ce n'est pas du ressort d'ingénieur en tant que tel, c'est une question de changement des institutions, puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt le marché et un petit peu l'État qui régule les choix technologiques, mais globalement, ce ne sont pas les citoyens. Donc, deux types de réformes ou d'innovation institutionnelle. Ça a été cité, on a cité la Convention citoyenne pour le climat. C'est ce qu'on appelle des modèles de démocratie délibérative, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de voter, mais il s'agit de réfléchir ensemble. Donc, il y a une phase de débat collectif dans laquelle, en fait, on se forme les uns les autres. On a dit aussi qu'il y avait l'intervention d'experts dans la Convention citoyenne pour le climat. Et bien là, même chose, les technologues pourraient faire partie de ces experts pour guider les choix sociaux. Donc la démocratie délibérative, on peut le faire à l'échelle nationale, comme l'a fait la Convention citoyenne pour le climat. On peut imaginer, et ça commence à être fait, à être décliné à l'échelle de plus de territoires plus locaux. Et sinon, d'autres manières de faire des low-tech beaucoup plus simples, et là, ça se fait déjà, ça ne nécessite pas une grande réforme institutionnelle, c'est passer par des modes communs. Donc, ce sont des productions faites à plusieurs pour répondre collectivement à ces besoins. Donc là, c'est ce qu'on peut trouver dans la logique des tiers-lieux. C'est ce qu'on peut trouver tout simplement dans certains modes de vie en collectif. Il s'agit, à l'échelle d'un petit collectif, et là on n'est plus à l'échelle de la société, mais d'un collectif, de répondre collectivement à ces besoins en essayant, encore une fois, de répondre justement aux besoins. Donc voilà, et je crois que c'est fini. Bon, je ne sais pas trop s'il y avait... Non, c'est le reliquat en quelque question. Ouais. Je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel. Après, on avait. Finalement, je me permets de compléter, parce que c'est une discussion qu'on a initiée à trois il y a déjà longtemps, quand on était à trois, et à l'UTT, non. Et voilà, on a mis l'essentiel de ce qu'on avait envie de présenter. On a plein d'autres choses en fonction des bons points là au niveau du timing, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, si vous avez des questions sur ces éléments-là, on a présenté un petit kaléidoscope assez réduit finalement des low-tech, parce que c'est compliqué d'être exhaustif aussi, et c'est sans doute pas, à mon avis, c'est pas le lieu ni forcément intéressant de couvrir tout. Mais voilà, l'idée c'est de présenter un petit peu ces aspects-là et puis d'en discuter avec vous. Donc, vous avez des questions là-dessus ou d'autres? Ouais, moi j'ai des questions-remarques. Peut-être que ça appellera à des questions. Ouais. Déjà, je trouverais ça génial d'avoir ce cours à un cursus d'ingénieur. Je vous dis, le même, exactement le même. On le dit gratuitement, c'est génial ce que vous faites. Il est gratuit. J'aurais aimé moi, avoir ça dans mon cursus d'ingénieur. Ce que vous disiez sur la réalisation globale et la conception d'un outil en collectif et le bonheur que ça apporte chez les gens, ça c'est très important et je pense que c'est extrêmement positif et ça met les gens en mouvement dans leurs pensées et dans leurs actions. Et ça, à l'échelle d'un groupe, d'une classe, c'est exceptionnel et ça n'arrive pas souvent dans les cursus d'ingénieur. Du coup, je trouve que c'est super. Et par contre, sur un point que vous n'avez pas forcément évoqué, mais qui, je pense, devrait être très important pour préparer les futurs ingénieurs, c'est la confrontation et la violence que la volonté d'appliquer ce genre de choses va leur apporter dans l'entreprise. Je rigole parce que là, il y a 3 ans, on a fait une table ronde sur les low-tech. Et à la deuxième question, on était en train de parler marxisme et rapport de force et lutte de classe. Donc là, c'est la première question. Donc c'est vrai que c'est un peu le sens de ton intervention, j'ai l'impression. Il serait extrêmement malhonnête, je me permets de prendre le début de réponse, il serait extrêmement malhonnête, à mon avis, dans une présentation un peu poussée du concept des low-tech, d'escamoter le rapport de force implicite qu'il impose et la nécessité pour nos étudiants, nos élèves, de penser au moins ce rapport de force
sans forcément y trouver des solutions là tout de suite. Mais clairement, Et sur on le- les envoie un peu au casse-pipe. Ouais. Sur le truc important, c'est que ne pas leur dire qu'ils seront aux manettes et qu'ils feront des trucs et qu'ils machin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils vont se prendre un tas de murs monumentaux. Ils pourront sûrement jamais dépasser, en tout cas individuellement, mais qui au moins les préparer mentalement à ça. Alors c'est peut-être une vision pessimiste de la chose, mais c'est une vision très réaliste, je trouve. Moi, en tout cas, je suis au milieu d'entreprise et je me bats pour ce genre de conception. Ça va être, c'est le travail d'une vie et à mon avis, j'y arriverai pas. Mais au moins, j'aurais aimé qu'on me mette dans cette position mentale qui est de se dire que l'effort devra être produit et que non, ça ne va pas couler de source. Voilà, je le dis comme ça, c'est une remarque que je fais à tout le monde. Tout à fait. Je me permets de te saluer. Bravo. Et voilà, c'était très cool. Non, mais bravo, hein, parce que c'est. Moi, tu vois, au départ, je suis ingénieur et je ne suis pas allé exercer en entreprise, notamment parce que j'avais ces difficultés-là. J'ai préféré exercer mes modestes talents côté prof parce que, effectivement, cette situation-là, je la vivais assez difficilement. Et ben moi, je suis en résistance pour l'instant, et le jour où je me suis cramé, je ferai autre chose de même. Voilà. Ça me fait une question. Peut-être un complément. Nous, avec William, on réfléchit pas mal justement à l'extérieur. Et les questions qu'on va se poser se posent clairement, c'est une question de rapport de force. Et du coup, on réfléchit à des stratégies pour venir transformer le système technique de notre société. Et les questions qu'on se pose avec les low-tech, ça me permet de passer une des questions de recherche que je pose. Une des questions qu'on se pose au niveau des low-tech, c'est comment on va faire pour que ça passe à l'échelle supérieure, entre guillemets, c'est comme ça qu'on le dit souvent. Mais du coup, comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que, à la fois qu'il y ait des low-tech, des systèmes techniques qui soient vraiment très très peu impactants et qui prennent en compte un certain nombre de côté social qui arrivent à s'intégrer dans un contexte qui finalement va se retrouver à pas mal d'endroits. Donc finalement faire un produit low-tech. Et j'ai oublié le deuxième. Mince, j'ai oublié, excuse-moi. Tu m'as fait un peu ça. Joël, tu avais une question peut-être? C'est un peu la même question que j'avais ce matin sur la politique. Si on se place du point de vue, entre guillemets, business de la part de l'école, qui a une problématique d'attirer des étudiants vers elle plutôt que vers une autre, ce qui induit à la question de les étudiants qui vont dans cette école vont trouver plus de boulot derrière, en dehors des considérations éthiques. Est-ce que les entreprises éviteraient d'embaucher des étudiants formés à du lobbying interne ou au contraire qui seraient ravis d'avoir des étudiants formés à faire changer leur pratique à l'intérieur? C'est une vraie question. Non, moi, je pense qu'on a passé. Honnêtement, je pense qu'on a passé le cap. On a eu des discussions récentes ici en conseil des études. En fait, c'est une espèce de jeu de. Les entreprises attendent de recruter des étudiants qui vont les changer de l'intérieur, pendant que nous, on attend qu'elles nous disent ce qu'il faut faire pour les changer de l'intérieur. Donc, personne ne bouge. Donc, en fait, là, je pense qu'on est dans une situation qui est. Voilà. Elle les embaucherait. Non, elle les embaucherait. Donc, il faut les former en interne. Moi, je les former. valide ça. J'ai été envoyé aujourd'hui pas par mon entreprise, mais j'ai été sollicité pour y aller. Parce que je suis en combat interne et qu'ils ont compris que j'avais des volontés d'apporter des sujets qui allaient transformer le travail pur des travailleurs. Moi, je suis entouré d'ingénieurs quand même, mais c'est quand même des travailleurs. Et du coup, il y a une volonté interne de changement. Sauf qu'elle va, ça c'est sûr, entrer en explosion totale face au modèle économique actuel qui est de vendre certaines choses qui sont très discutables. Du coup, moi, si je me mettais dans cette... je me le mets souvent, je me mets dans cette situation-là, qui est celle de la low-tech, tout ça, le métier que je fais actuellement, je ne pense pas qu'il est viable. Je pense qu'il ne devrait pas exister. Mais, comme c'est ma capacité d'existence aujourd'hui économique et dans mon entreprise, que j'ai envie de changer, et ben, je reste là et j'essaye de faire ces ajustements. Un jour, peut-être, je l'espère, ils seront gagnés, mais ça, c'est un autre sujet.
Je l'ai retrouvé. Du coup, c'est comment on fait pour faire un objet, mais sinon, l'autre question qui se pose à un niveau plus large, du coup, à une échelle plus grande, c'est comment on fait pour créer une culture technique commune. Et pas que seulement ça soit toujours des ingénieurs dans des labos dans des labos et des bureaux d'études et qui fassent la conception, mais qu'on permette à d'autres personnes de concevoir. Et pas seulement réparer, utiliser, enfin ce qu'on trouve après, mais aussi la partie conception. C'est ce que tu disais avec le côté technologique. Moi, j'ai un petit dilemme, c'est que on demande souvent aux étudiants pour qu'ils mettent en place tout ce qu'on leur apprend à l'école, de faire des projets d'innovation, de conception, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à éviter qu'ils fassent clairement le nouveau extracteur de jus qui ça va bien, sans les brider totalement dans leur créativité. Comment on arrive à trouver juste le mieux en leur disant, enfin, on ne peut pas leur dire, faites une fourchette, ce sera plus simple. Pourquoi? Oui, mais eux, derrière, ça va être. Non, ça va je être demande la question, je pose la question pourquoi plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à un point de conflit dans la conception. Pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'interviens ici en génie électrique et le choix de la thématique de projet est fait avant mon intervention. Donc, c'est un peu, voilà, moi j'arrive, donc, alors du coup j'ai compris, je ne vais pas leur dire non, c'est nul ce que tu veux faire, pour des tas de enfin, je paraîtrais pour un idéologue ou quoi que ce soit. Mais du coup, non, c'est intéressant, tiens, tu veux faire un exemple, un potager connecté dans un container. Donc avec des panneaux solaires à l'extérieur et à l'intérieur tout un truc hydro-régulé, tout ça, machin. Et ça, c'est un potager connecté. Exemple d'idée. Bon, je ne fais même pas le bilan ACV de ça, hein, je n'ose pas. Non, j'arrive, je dis, ah tiens, c'est intéressant. Pourquoi tu veux faire ça? Ah, parce que du coup, on manque de nourriture dans la planète. Ah, tiens, c'est intéressant. Alors pourquoi et comment ça se fait? Et en fait, en posant des questions, je n'apporte jamais de réponse. Je pose des questions et inlassablement, je demande pourquoi ci, pourquoi ça, tiens, ici, tiens. Au bout d'un moment, le truc, il s'effondre de lui-même. Et on sait vraiment ce qu'on a envie de faire. Et en fait, les étudiants, ils sont contents aussi de clarifier ce qu'ils voulaient faire vraiment. Et il s'avère qu'ils ne voulaient pas du tout faire un potager connecté dans un container industriel. Il s'avère que leur niveau de valeur est souvent bien supérieur à ça. Mais en fait, ils ont cet imaginaire-là. Et du coup, ils ont lu Science et Vie. Donc, ça y est, ils font ça. Donc, il ne faut pas leur en vouloir non plus. Donc, moi, je dis, il faut juste déconstruire avec eux tranquillement. Alors, par contre, ça demande du temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre 2-3 heures en amont pour discuter de chacune des idées. Parce qu'il y en a qui sont recevables aussi. Moi, des fois, j'arrive avec quelques a priori. Parce que l'énoncé n'a pas été très clair. Donc, je me dis encore un truc un peu greenwashing, bullshit ou je ne sais pas quoi. Je leur rentre un peu dedans avec mes questions et puis je me rends compte qu'en fait, il y a un vrai système de valeurs qui n'avait pas été clair au début. Et je me dis, ah, en fait, ouais, ok, peut-être bien que ça vaudrait le coup, il va falloir qu'on creuse. Donc, moi aussi, je peux arriver avec des fausses idées. Mais il faut vraiment assainir la situation avec un petit pourquoi tranquille et puis 5, 6, 7 fois. On y arrive, hein. Juste un mot. Hein. Ça marche du tonnerre. Exactement le même retour sur un projet étudiant. C'est à la fin, à force de dire pourquoi, on en est arrivé à OK, mais en fait, je ne veux pas utiliser mon aspirateur parce que l'homme est en nous pour l'homme. On en était arrivé là. Et là, je me fais, mais est-ce que tu es sûr de ça là? Genre, si tu habites avec tes parents, est-ce que tu considères ta mère comme un loup pour l'homme? Non, bah alors du coup, ça dépend. Du coup, en fait, ça les amène toujours à redéfinir le besoin, à redéfinir le contexte, pour redéfinir le besoin. Et à la fin, ils m'ont tous dit, mais en fait, on aurait dû partir directement sur un balai. Un balai ultra utilisé pour reprendre plus de poussière dans les coins. Quoi. Et... Arnaud? Est-ce que dans 99% des cas, le tech, ça se ramène pas au manuel versus l'électrique? Ouais, enfin, oui, si on considère que le 1% qui reste, ça va être les EHPAD, le domaine sanitaire et un certain nombre de petits objets. Ouais, c'est vrai. Oui, dans ce cas-là, tu peux pas. Oui, si tu justifies un besoin en EHPAD ou pour les handicapés, voilà, tu ne vas pas qualifier ça de biotech. Si, parce qu'on va rester cette démarche d'authenticité du besoin, cette démarche de vraiment ajuster quelque chose et le niveau de technologie qu'on va y mettre va du coup nécessairement être un petit peu supérieur parce que voilà, il y a un enjeu qui peut être un peu compliqué. Moi, enfin, j'ai des tas de conceptions impliquant la sécurité humaine. On ne va pas négocier trop, quoi. Je veux dire, on ne va pas faire du low-tech dangereux.
Bah non, bah, dans mon système de valeurs et dans celui des étudiants, en général, ça ne colle pas le low-tech dangereux. C'est pas possible en fait. Et dans les cahiers des charges que je vois passer avec une volonté low-tech, c'est clairement non dangereux. Donc il y a des limites aussi au manuel quand il implique d'aller se couper 3 doigts. Donc c'est là où aussi il faut faire un ajustement qui n'est pas un simple curseur à fond, zéro no technologie, quoi. Oui, mais aujourd'hui, on se retrouve tous les doigts avec des machines automatiques, avec un tuto. Oui, mais je poserai la question du pourquoi la machine. Mais bon. Oui, mais pour moi, très souvent, le low-tech, ça permet d'être plus sécuritaire également. Tout à fait. Parce que j'ai travaillé 25 ans dans l'industrie, les gros systèmes de manutention qui sont hyper automatisés, où il y a plein de sécurité, etc., ben, il suffit qu'il y ait un capteur justement qui ne fonctionne pas et la masse échappe. Alors que les systèmes avec les lingages, ben, finalement, ça repose sur l'homme et l'homme, il n'est pas fou, hein, il n'aide pas la charge s'il n'a pas mis les éléments. Oui. Donc le low-tech, je voulais juste dire que comme dans le médical égale pas high-tech, sécurité égale pas high-tech. Bien souvent, les systèmes simples sont mieux manipulés par l'homme. C'est bon. Je vais juste faire un point rapide sur cette question de est-ce que les machines électriques sont low-tech ou non. C'est juste repréciser que le terme low-tech aujourd'hui, tel qu'il est utilisé en France, n'a pas d'usage qui est bien fixé. Et du coup, la plupart du temps, les débats sur est-ce que c'est low-tech ou high-tech sont des débats d'ordre sémantique, c'est-à-dire est-ce que la définition que tu utilises est la même que la mienne. Et ça, en fait, ça peut être réglé en un clin d'œil, c'est-à-dire donne-moi ta définition et ensuite on avance. Donc là, ce que j'aurais envie de vous demander, c'est à partir de quelle définition du low-tech vous posez votre question. Parce que nous, on n'a pas vraiment donné une, on a donné plusieurs, on a donné plusieurs critères, et justement pour montrer que c'est plutôt une logique de démarche. Effectivement, moi j'aime bien parler en termes de démarche parce qu'à partir de là, tu peux prendre n'importe quel objet où c'est électrique, tu peux te dire bon bah c'est high-tech, sauf qu'avec une démarche de conception low-tech, tu peux low-techiser. Il y a même un cours maintenant sur le numérique qui s'appelle sur un free cours qui est fait à l'UTC d'ailleurs avec Yacine qui vient de partir, où il cherche à low-techniciser le numérique. Et en fait, si on regarde, si on prend juste la partie analyse de cycle de vie qu'on a eu avant, on regarde sur l'ensemble du cycle de vie. Après, on peut regarder l'ensemble de la chaîne logistique. Et en fait, chaque élément qui a servi à la production, qui est à la fin d'un objet avec un moteur électrique, en fait, on peut, sur chaque étape, repenser, avoir la même réflexion low-tech, avoir la même démarche, et du coup, repasser par le filtre de tous les critères socio-écologiques, repenser est-ce qu'on veut toujours ce système-là, est-ce qu'on veut toujours de cette manière, etc. Donc en fait, c'est l'ensemble de la chaîne, et en faisant ça, on peut remonter et retransformer l'ensemble des systèmes techniques et de la société. On en revient un petit peu au début de la présentation, où quelque part, low-tech, c'était plus une démarche avec un produit, et on peut quelque part parler de low-tech. On peut se souvenir la première expérience professionnelle. C'était à la SNCF, on avait un problème de variation de température, ce qui disait qu'il y avait de la flotte qui se déposait dans des moteurs sur lesquels on branchait du 10 000 volts. Donc s'il y avait un petit peu de problème de manque de résistance électrique, ça grillait le moteur. Et l'idée, c'était de mesurer ça, j'avais besoin d'avoir une courbe, et je voulais absolument que je travaille avec un calculateur, un gros calculateur que je ne savais pas programmer. Et je les ai regardés en me disant, mais vous voulez faire cette courbe, il faut un condensateur et de résistance. Et en mesurant les tensions, on est votre truc. Je suis sûr que j'ai besoin de votre robot à 10 000 balles. Bien avant l'invention du terme de fait, c'était dans cette démarche. Et en termes de créativité, je pense qu'on est en plein dedans. En fait. Oui, et du coup, pour rajouter de l'eau à mon moulin de tout à l'heure, la personne qui est capable de répondre ça, c'est quand même une personne qui a une connaissance scientifique et technique de ce qu'elle est en train de faire, qui est quand même suffisante pour pouvoir dire. Et si une personne qui n'a pas de connaissance électrique, dans l'occurrence suffisante, se fera refourguer le truc qui va bien, qui fera tout à sa place, et puis voilà. Et c'est là où voilà, on peut espérer aussi que la démarche low-tech demande une connaissance, une culture technique supérieure finalement. Je crois qu'il y avait Ouais. Par rapport à ça, moi je travaille un peu dans l'industrie aussi, et il y a aussi le besoin de l'entreprise en fait, qui est de faire du profit. Et souvent, ça intègre des contraintes comme vendre des capteurs, acheter des équipements à tel fournisseur pour générer
des réductions, par exemple. Plus on achète d'équipements, plus on a de réductions, on fait de profit. Et il y a plein de contraintes comme ça. Et moi, du coup, je me suis heurté à ça aussi, avec cette volonté de le faire, mais le besoin de l'entreprise qui n'est pas l'heure de travail d'un ingénieur, elle est chère aussi. Et acheter un capteur, c'est moins cher que de réfléchir à un système sans capteur. L'avantage d'avoir fait ça avec les étudiants, c'est que vos questions, je les ai déjà eues. Donc, à la question le profit, ma réponse, c'est pourquoi le profit? Qui initie une réponse de l'étudiant? Faut bien vivre. Donc le profit que fait l'entreprise, c'est uniquement pour vivre? Il n'y a pas un petit surprofit, un petit truc? C'est vraiment juste pour l'investissement. Et alors, on se pose la question du surprofit, du coup. Ça décale la question le profit légitime, le bénéfice pour faire tourner la boîte, la survie de la boîte, c'est une question qui est tout à fait légitime. Et donc là, je dirais, c'est OK, le jeu en vaut la chandelle. Après, le surprofit, il va à qui? Il fait quoi? Il pilote quoi? Là, par contre, on a des réponses plus sympas. On n'a pas de réponse. Est-ce qu'on a un droit de regard au niveau, en tant qu'ingénieur, est-ce qu'on a un droit de regard sur le surprofit? L'entreprise qui va vendre des processeurs de Orange, qui fait juste du profit, pas forcément du surprofit, de base, l'entreprise, elle ne sert à rien. Par rapport au presseur d'Orange, oui. Non, mais après, il y a encore faut-il avoir conscience de tout ça. Ce n'est pas forcément le cas de l'entreprise en question, parce que si elle s'est lancée dans le presseur d'agrumes, c'est peut-être tout à fait. Prenons Santos, qui vend des presseurs d'agrumes, ils ne sont pas très loin d'ici, on met des stagiaires chez eux, ils font des produits super éco-conçus. Bon, c'est de beaux produits techniques en plus, franchement. Mais oui, c'est vrai que si vous êtes sur ce marché-là, il va falloir prendre quelques années pour revoir votre business model, quoi, quelque part. Mais c'est à l'entreprise de revoir ça, c'est pas au consommateur de dire ça serait bien que les deux. Une entreprise qui recrute un étudiant qui a eu ce TD, par exemple, et le prochain stagiaire que j'envoie chez Santos, une fois qu'il a réfléchi à cette histoire, il y a peut-être une chance qu'ils disent ça serait bien que dans votre entreprise, le business model, d'ici 5-6 ans, on le fasse évoluer soit vers les EHPAD, mais bon, le marché est plus restreint, donc il faut faire gaffe, soit on trouve autre chose, parce qu'avec la technologie qui maîtrise très bien au niveau extraction de jus, on peut imaginer extraire d'autres choses que des jus, une utilisation superficielle, on peut avoir. Il existe des CV de sites, des CV d'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise sait faire et à quoi cette compétence-là pourrait être utile dans la société? Aujourd'hui, c'est des extracteurs de jus de fruits, mais avec les mêmes compétences de fabrication, d'ingénierie, etc. Demain, on fait quoi? Mais quand il y aura un besoin pour les extracteurs de jus de fruits, il y aura une entreprise qui fabriquera. Ouais, voilà. C'est bon terme. Une demande. Quand il y aura une demande, il y aura une entreprise qui fabriquera. Et de toute manière, dans tout ça, il y a une transition, une prise de risque qu'il faut gérer. Mais du coup, dans ces cas-là, peut-être qu'on pourrait justifier le surprofit pour gérer ce passage, mettre un peu d'argent de côté pour gérer le changement de business model avec les risques que ça inclut. Il y a un truc qu'il faut se rendre compte, mais c'est à mon avis hors du scope de cette formation, c'est que les entreprises qui répondent à des demandes qui ne correspondent pas à des besoins ont en fait une épée de Damoclès juridique au-dessus de la tête. Le jour où les États se mettent à faire leur boulot, leur métier devient illégal. C'est le jour où les États disent vous êtes en train de flinguer la planète pour vendre des trucs dont les gens n'ont pas besoin, vous interdisez votre métier. C'est une entreprise qui n'aura pas Et ça suggère une découpation du capital et de la politique, ce qui est exactement le cas actuellement. Un jour peut-être. Alors, c'est plus l'inverse, c'est le politicien qui dit ça, il risque sa tête. Actuellement, c'est plutôt ça. C'est la fin? Ça sent la fin. Ok, break.